C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. Liberté de la presse, les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC invités au respect des règles journalistiques. Et ailleurs en Afrique, 250 milliards de francs CFA investis dans les énergies renouvelables d'ici 2020 en Afrique. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Je vous le disais en titre, liberté de la presse. Le dimanche 3 mai 2015, le monde entier a célébré la 22e journée de la liberté de la presse. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par un cross des journalistes. Toujours dans la même veine, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a organisé ce lundi une conférence pour instruire les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC sur les bonnes pratiques journalistiques. Lawani Babatunde. Pour cette année 2015, 65 journalistes ont déjà été tués et 158 autres emprisonnés dans le monde, selon Reporters sans frontières. Cette conférence sur le thème « Laisser prospérer le journalisme vers une meilleure couverture de l'information et l'égalité de genre » vise respectivement à mettre un terme à tous les obstacles à la liberté de la presse et à accorder une place de choix à la femme dans les rédactions en Côte d'Ivoire. Raphaël Lakpé, président du Conseil national de la presse, a exhorté les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication et les journalistes ivoiriens à faire preuve de responsabilité dans l'exercice de leur métier. Une responsabilité qui appelle au respect de l'éthique et de la déontologie. Nous avons une vingtaine de quotidiens, autant d'hebdomadaires et de périodiques. Cela fait au total 75 publications que nous avons sur le marché. Donc le paysage de la presse est diversifié, il est riche et en même temps donc cela augmente d'autant la responsabilité des professionnels que sont les journalistes qui ne doivent pas perdre de vue qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils ont une profession à respecter et à faire respecter. Depuis 2 ans, nous avons entrepris de faire une régulation économique, c'est-à-dire de nous interroger sur la santé effective des entreprises de presse, veiller sur les conditions de travail qui sont faites aux journalistes. Parce que nous estimons que si les entreprises de presse sont viables, et si elles sont bien gérées, et que les journalistes sont bien payés, en tout cas la presse gagnera en qualité. Rosine Diodin, ancienne journaliste au quotidien Fraternité Matin, a quant à elle invité ses consoeurs à ne pas se sous-estimer dans les rédactions et à s'imposer par le travail. Seul gage pour elle d'occuper les postes de responsabilité. La place de la femme dans les médias ivoiriens depuis des années, c'est peu. Et il est temps qu'on valorise. Et comme je l'ai dit dans ma conférence, quand les femmes se lèveront dans la presse sera plus épanouie, plus développée. Le journalisme est un métier éminemment féminin. Les qualités que la femme a, c'est ces qualités-là qu'on demande même pour exercer ce métier. Donc il faut qu'elles soient nombreuses dans ce métier, qu'elles se valorisent elles-mêmes au sein des rédactions. À travers cette conférence, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire entendent sensibiliser les futurs professionnels de la presse aux bonnes pratiques journalistiques. Organiser une telle conférence parce que c'est la problématique même de la presse aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Entre l'exercice de la profession et les entraves qui sont posées tous les jours sur le chemin de l'exercice de ce métier, il nous était important justement de faire le point à la faveur de cette journée mondiale de la liberté de la presse pour voir naturellement le chemin déjà parcouru, les efforts qui ont été faits, mais surtout les conditions dans le libre exercice de la profession des journalistes. Et de notre point de vue, les étudiants qui sont de futurs journalistes, puisqu'ils sont pour l'instant en formation à l'ISCC, étaient la cible idéale pour faire passer ce message à plus de responsabilisation dans l'exercice du métier de journaliste. Et nous pensons que ce sont des apprentis journalistes et donc c'est depuis la base que l'instruction doit commencer et il est opportun pour nous de les rassembler ici dans leur école pour leur parler du journalisme parce que nous estimons qu'un journaliste bien formé
est toujours bon pour un pays. Les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication ont dit toute leur joie de participer à la conférence et s'engagent à respecter toutes les règles qui régissent leur métier. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui doivent se démarquer par leur travail. C'est vrai que les conditions sont créées par l'État, mais nous devons nous différencier aussi par le travail que nous fournissons en respectant l'éthique, la déontologie. Bon, en tant que futur journaliste, je pense que je ne reproduirai pas les erreurs de mes aînés, de mes devanciers. On parle de per diem, on parle de journalistes qui ne sont pas formés. Je pense que je vais prendre à cœur ma formation et aussi éviter les choses qui peuvent compromettre le métier que je fais. Le journaliste doit avoir une sorte de laisser-passer dans le traitement de l'information. Il doit pouvoir avoir accès à toutes sortes d'informations, mais également sa conscience de journaliste doit l'emmener à traiter l'information de façon véridique pour ne pas mettre ceux qui la lisent en erreur. Depuis le printemps de la presse en 1990, les autorités ivoiriennes ont mené plusieurs actions pour garantir la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, notamment la mise en place d'un cadre juridique et l'institution du Fonds de développement et de soutien à la presse. Tous ces efforts lui ont valu de passer de la 115e à la 99e place au dernier classement de Reporters sans frontières. Et poursuivons ce journal, cette fois-ci en images. L'UEMOA s'est engagé depuis 2013 dans un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables. Guy-Amédée Ajanoun, en charge entre autres de l'énergie au sein de l'institution, a détaillé le programme. Une série de localités bénéficient de microcentrales et de kits solaires ainsi que de lampadaires solaires pour alimenter en énergie électrique solaire des ménages, des centres socio-communautaires et l'éclairage des agglomérations. Toujours en images, l'indice global S&P All Africa qui suit les performances des marchés frontières et émergents en Afrique, selon les paramètres de Standard & Poor's, a affiché un rendement de 6,2%, tiré principalement par une belle prestation du Nigeria qui a réussi avec succès une transition politique démocratique et pacifique alors que chacun craignait des élections générales à risque. Il n'y a pas que le Nigeria qui a soutenu les performances des indices africains S&P. L'Afrique du Sud aura aussi été un moteur important avec le S&P South African Composite qui a terminé sur une hausse de 4,6%. Les entreprises non africaines mais cotées sur les marchés financiers locaux qui sont regroupées autour de l'indice S&P Access Africa ont aussi eu une belle performance, dégageant une progression de 13,2%. Voilà, ailleurs dans le monde. Partons en Belgique. D'après une étude, l'activité portuaire a des retombées économiques plus importantes qu'on le pense. Les chiffres officiels ne prendraient pas en compte la valeur stratégique des ports dans lesquels il serait plus que rentable d'investir. Regardez. Les ports de marchandises rapporteraient bien plus à l'économie belge qu'il n'y paraît. Une étude d'ING parle de 45 milliards d'euros par an, bien plus que les 30 milliards mesurés par la Banque nationale de Belgique. La BNB mesurerait uniquement la valeur ajoutée directe et indirecte produite par les ports, mais négligerait leur valeur stratégique. Supposons que nous n'ayons pas les ports et que nos entreprises doivent importer et exporter via des ports étrangers. Nous avons chiffré le surcoût pour l'économie belge. Une autre chose, c'est la question de savoir, sur toutes les entreprises qui sont ici, lesquelles ne le seraient pas si nous n'avions pas les ports. Nous avons aussi chiffré cela. Cela équivaut à environ 10,5 milliards d'euros. Un réseau de transport plus dense, de meilleures infrastructures, plus d'innovation et de connaissances, autant d'avantages générés par les ports dont bénéficieraient toutes les entreprises installées en Belgique. L'étude met le politique en garde, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Je trouve que le secteur de la logistique portuaire est un peu le parent pauvre, surtout en ces temps de rigueur budgétaire au niveau gouvernemental. On investit moins et moins vite, et je trouve que c'est une politique dangereuse parce qu'on perd ainsi de la valeur ajoutée et de la valeur stratégique. Theo Notebaum recommande de développer des formations plus spécifiques, d'accroître la visibilité du secteur portuaire et d'encourager l'émergence de clusters à proximité des ports.
Nous plaidons pour un système où les ports profiteraient des avantages économiques mais aussi écologiques générés par le clustering. En rassemblant les sociétés, on pourrait par exemple utiliser la chaleur dégagée par une entreprise comme matière première pour une autre entreprise. Cette économie circulaire devrait, selon ce professeur, s'avérer bénéfique pour notre réseau portuaire. Je vous propose à présent l'information économique en bref. L'État belge ne devra pas payer de dommages à l'assureur chinois Ping An. Ce dernier réclamait à notre pays, via une cour d'arbitrage internationale, 2 milliards d'euros en compensation des dommages subis lors du démantèlement de Fortis. Mais sa plainte a été rejetée. Il y a 8 ans, Ping An avait investi dans Fortis qui recherchait des fonds après la reprise d'ABN AMRO. Lorsque Fortis a implosé, l'assureur chinois avait perdu son investissement. La société espérait donc une compensation de l'État belge. C'est un jugement qui pourrait faire date. Un chauffeur d'Uber a été reconnu coupable ce lundi devant le tribunal de police de Bruxelles d'infraction à la réglementation relative au transport rémunéré de personnes. Il s'agissait de la première citation en justice d'un conducteur Uber depuis l'arrivée de cette société américaine à Bruxelles, mais plus de 30 dossiers du même type sont toujours à l'information ou à l'instruction. Le chauffeur condamné a bénéficié d'une suspension du prononcé étant donné qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, mais son véhicule a été saisi. L'unité 1 de la centrale de Tihange ne tourne plus qu'à 50% de sa capacité de production. En cause, un incident survenu ce lundi matin dans une partie non nucléaire de la centrale, à savoir le déclenchement d'un disjoncteur au poste haute tension d'Elia à Gramme. Cela a entraîné l'arrêt de la turbine et en conséquence l'ouverture d'une soupape de sécurité pour évacuer la vapeur d'eau. L'incident n'a pas eu d'impact sur les travailleurs ni sur l'environnement. Les tests en vue d'une remise en route totale de l'unité, qui est d'une capacité de 962 MW, devraient débuter mardi après-midi. Et voilà, ceci met un point final à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.